C'est parti. Donc, nous allons commencer par vous présenter quelques nouveautés de PostgreSQL 18. Alors, on ne va pas tout vous présenter parce que la release note fait quand même quelques pages. Donc, on a fait une petite sélection, Guillaume et moi, qui nous paraît intéressante à partager. Alors, pour commencer, on va parler d'optimiseur, de qu'est-ce qui a pu être modifié dans l'optimiseur, notamment pour améliorer les performances, mais aussi l'empreinte mémoire lorsqu'on parle de requêtes SQL. Alors, petite liste qu'on vous a fait sur l'optimiseur. Aujourd'hui, lorsque vous avez une auto-jointure sur une table et qu'en fait la jointure concerne la même ligne, et Postgres fait la jointure quand même. En Postgres 18, vous avez une petite optimisation qui permet d'éviter de faire une jointure lorsqu'elle concerne la même ligne sur les auto-jointures. Donc ça concerne ce premier point, donc on gagne une petite optimisation là-dessus. On a, vous savez, quand on a une clause in avec des valeurs, et pourquoi pas une sous-requête dans une requête, c'est considéré comme une table, en fait, là, ce qui est contenu dans le in. Et c'est difficile à évaluer le contenu de cette liste pour l'optimiseur par rapport aux statistiques d'une colonne. Parce qu'on a une colonne qui est in un certain nombre de valeurs. Et donc, on a une conversion, c'est ça. On a une conversion qui permet d'utiliser plus facilement les statistiques lorsqu'on a une clause in. Donc là, pareil, ça permet d'être un peu plus optimal. Et je laisserai le soin à Louise de nous parler statistiques bien mieux que moi un peu plus tard dans cette matinée. Donc de la même manière, pour ce genre d'optimisation, on a une transformation des clauses OR en tableau. Donc pareil, dans la réécriture des requêtes. Et ensuite, lorsqu'on avait du merge join, donc, qui est un des algorithmes de jointure connus avec PostgreSQL, et qu'on avait une partie des sous-ensembles qui était triée, mais pas l'autre, et qu'on doit trier le tout, et on était obligé de tout retrier quand même. En Postgres 18, maintenant, on a cette optimisation qui permet de faire seulement un incremental sort sur juste ce qu'il y a besoin. Donc là, pareil, on optimise un petit peu. Et on a plein d'autres optimisations du côté optimiseur, réécriture de requêtes et optimisation de ce genre. On en a cité deux autres sur notre slide, notamment le select distinct. Le select distinct, donc, qui permet de dédoublonner un ensemble de données. Maintenant, si le PostgreSQL détecte que les colonnes du distinct correspondent à un index mais pas dans le bon ordre, il va réordonner les colonnes pour qu'on puisse lire l'index de manière optimale, plutôt que d'avoir à faire une lecture complète, voire même une lecture séquentielle de la table. Donc voilà, ça on peut le désactiver si on le souhaite, mais par défaut c'est désormais intégré. Et pareil, on a des nouvelles optimisations qui peuvent économiser de la mémoire sur les tables de hachage, sur les hash join ou les group by. Donc là, voilà, ça peut faire la différence entre je travaille en mémoire ou je crée un fichier temporaire. Donc ça, c'est concernant l'optimiseur. Maintenant, à propos des index à proprement parler, on a relevé 3 nouveautés intéressantes. Alors la première, ça concerne l'indexation Gin. Alors pour rappel, l'indexation Gin, c'est pour indexer le contenu d'ensemble. C'est notamment ce qui est utilisé pour indexer les tableaux ou les documents JSON ou tout type de documents dans lesquels on veut indexer un contenu en fait. Donc c'est très efficace comme index, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, c'est très coûteux à construire et à maintenir. Donc la parallélisation apporte quand même une opportunité de gain en perf dans l'écriture de ces index et leur maintenance. Et donc ça, c'est pareil, c'est du nouveau avec PG18. Concernant les index plus classiques, donc par défaut les index Bitry, maintenant on a ce qu'on appelle le skip scan qui est possible de faire. Donc c'était déjà quelque chose qui existait sur d'autres moteurs de base de données. C'est-à-dire que si ma requête a besoin d'être, on va dire, triée sur un champ, mais que en fait ça correspond à la deuxième colonne au lieu d'être la première, on va quand même pouvoir utiliser l'index.
Donc voilà, c'est une optimisation qui permet de rendre les biteries encore plus utilisables, encore plus pratiques et performants. Et le dernier point concernant les index, alors il est très très niche, je ne vais pas vous le cacher, ça concerne l'utilisation d'index pour déterminer une colonne comme étant unique, donc qu'on n'ait pas de valeur doublonnée. Donc par défaut dans Postgres, c'est l'index bitry qui permet de faire ça. Mais éventuellement, certaines extensions peuvent utiliser d'autres algorithmes d'index et garantir cette unicité. Et donc cette nouveauté autorise ces index dans ces extensions de déclarer des colonnes comme uniques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est utile, donc, comme indiqué, pour le partitionnement et les vues matérialisées. Alors, concernant la partie performance, indépendamment de l'optimiseur de requêtes et des index, on a de grosses nouveautés concernant PostgreSQL 18. Et la première d'entre elles, ce sont les entrées-sorties asynchrones, Asynchronous IO. Donc ça, c'est un chemin qui est en train de se dessiner sur les versions de PostgreSQL des années à venir vers ce qu'on appelle le direct IO, c'est-à-dire les écritures directes sur le disque sans passer par le système d'exploitation. Alors on n'y est pas encore, mais les Asynchronous IO de PostgreSQL 18, c'est un premier chemin vers cette volonté. Donc aujourd'hui, toutes les lectures et toutes les écritures de Postgres se font de manière séquentielle, c'est-à-dire que Postgres va demander un bloc de données au système d'exploitation, à Linux dans la plupart des cas, et c'est le système d'exploitation qui va lui rendre de manière synchrone ce bloc de données. Donc si on a beaucoup de blocs à lire en séquence, eh ben, on demande un bloc, il rend un bloc, on demande un bloc, il rend un bloc, et ça peut être un goulot d'étranglement sur certaines requêtes. PostgreSQL 18 a introduit un mécanisme asynchrone de lecture, donc qui permet d'enchaîner les demandes de blocs et sans attendre que le premier soit revenu. Donc ça peut être pas mal lorsque on a du stockage qui est très performant en termes de débit, mais qui peut avoir un peu de latence lorsqu'on est sur des baies de stockage à distance, par exemple, ou sur certaines infrastructures de cloud managées. Et pour implémenter ça, on a deux méthodes. On a une méthode dite worker qui est compatible avec le plus possible de systèmes d'exploitation et de versions de Linux, où vous aurez un processus dédié dans PostgreSQL qui va se charger de traiter ces lectures asynchrones, de collecter les ordres de lecture qui sont compatibles avec l'asynchrone et les demander au système d'exploitation. Et si vous avez un Linux avec un IO supérieur à la version 5.1, vous pouvez utiliser la méthode IO Uring, qui est la méthode directe du noyau Linux pour traiter ce genre de lecture. Donc voilà, c'est plus natif, on va dire, mais c'est que pour Linux avec les noyaux supérieurs à 5.1. Donc voilà, aujourd'hui, ça concerne que les lectures, mais demain, voilà, on espère avoir aussi les écritures et puis un jour accéder directement au stockage pour faire du direct IO. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu précédemment. Le deuxième point, c'est l'amélioration des performances et la réduction de l'impact mémoire sur les hash join et les group by. Plus précisément, par exemple, si vous aviez une jointure sur plusieurs colonnes, donc sur 2, 3 colonnes ou plus, ce qui est assez rare, mais ce qui peut arriver, vous aviez un appel d'une fonction sur chaque colonne de la jointure. Donc ça faisait 3 appels. En 18, maintenant, vous avez un seul appel pour les 3 colonnes, par exemple, si vous avez une jointure sur 3 colonnes. Donc ça permet d'économiser de la place en mémoire. Et pareil, ça peut faire la diff entre je travaille en mémoire ou je crée un fichier temporaire. Alors le mécanisme de fast pass locking, je vous avoue, je ne connaissais pas trop avant de préparer cette présentation. Je me réfère à toi. Bonjour. Alors la mécanique de fast pass locking, c'est en gros la gestion des verrous au niveau des backends, vulgairement. Avant la 9.2, tout était géré dans une table de mémoire partagée pour tous les backends, donc contention, etc. À partir de la 9.2, ce qui s'est passé, c'est que chaque backend emportait une table de mémoire partagée dans laquelle il mettait ses verrous par les relations, avec les relations et les XID.
Et cette mécanique-là, donc, a duré jusqu'à la 17, et à partir de la 18, elle commence à s'améliorer. Elle continue, enfin, ça s'améliore. Voilà, vulgairement. Comme quoi, hein, même des choses apparues en 9.2 peuvent encore être améliorées aujourd'hui. Alors, configuration serveur, quelques nouveautés concernant ça. Alors, un gros point, en tout cas, que moi j'estime très important, c'est qu'on a l'arrivée de l'authentification OAuth. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en plus des méthodes classiques de votre pghba.conf pour vous authentifier sur vos instances, avec un mot de passe, avec le LDAP éventuellement, avec du Kerberos, avec les méthodes GSS API, ou avec les méthodes PIR si vous êtes en local, vous avez une nouvelle méthode d'authentification qui est donc OAuth, donc qui respecte les normes et les standards de OAuth 2. Donc vous allez pouvoir vous authentifier à votre instance Postgres avec un jeton JWT. Donc c'est une mécanique toute neuve de PostgreSQL 18, donc ça va être pratique pour vous intégrer dans des systèmes d'information très orientés web, puisque c'est plutôt de l'authentification web à la base, hein, le OAuth. Vous allez pouvoir mieux intégrer l'authentification Postgres avec du SSO qui suit cette norme aujourd'hui. Alors c'est une implémentation qui est on va dire, la première étape, hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, Postgres ne valide pas lui-même les jetons d'authentification. Il a besoin d'une bibliothèque ou d'un module externe pour valider les modifications. Donc aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui existent dans la communauté open source, mais ce n'est pas intégré directement dans Postgres. Donc il faudra donner votre module de vérification de jetons pour le OAuth. On a diverses améliorations de l'auto-vacuum. Une que je vais citer, c'est l'arrivée du paramètre auto-vacuum vacuum max threshold, qui est une contribution proposée par notre collègue Frédéric Huel. Pourquoi on a proposé ce nouveau paramètre ? Parce que les paramètres de gestion de l'auto-vacuum qui existent par défaut sont, à notre avis, limités lorsqu'on a des grosses tables de plusieurs millions de lignes ou qui vont atteindre des volumétries très importantes. On s'est rendu compte au support de Dalibo notamment qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir ne serait-ce que 5 ou 10% de lignes modifiées dans nos tables pour autoriser le déclenchement d'un auto-vacuum. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ce nouveau paramètre, que Frédéric a proposé ce nouveau paramètre qui concerne donc de mettre un seuil maximum au-delà duquel, même si on n'est que à quelques pourcents de modification, et ben on va quand même déclencher l'auto-vacuum. Là où avant on était obligé d'attendre 10-20% pour déclencher. Un autre ajout, l'extension control path, qui est super intéressant. Donc ça va vous permettre de spécifier un emplacement pour où sont vos extensions, au-delà de l'emplacement par défaut qui existait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est pratique en fonction de comment vous voulez gérer les extensions dans vos bases de données, dans vos Postgres que vous administrez. Et c'est notamment pratique dans le contexte de Cloud Native PG et de PostgreSQL sur Kubernetes. Voilà, c'était une limitation qu'on avait jusqu'à présent. On ne pouvait pas mettre les extensions un peu comme on voulait dans notre cluster cube pour les faire travailler avec Kubernetes. Et grâce à ce nouveau paramètre, eh ben, c'est désormais possible de mieux isoler, séparer les extensions de notre core Postgres sur notre cluster cube. Et je laisserai Pierrick compléter cet après-midi si j'ai dit des bêtises. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Guillaume pour la partie supervision. Là aussi, pas mal de changements. Merci beaucoup. Bonjour, parce que je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Ouais. Donc je m'excuse. Donc Guillaume Armet, DBA chez Dalibo. Donc côté supervision, on a pas mal de modifications sur des vues. Là, j'en ai mis quelques-unes qui peuvent être intéressantes en termes d'exploitation. Un pgstat database importe maintenant à 2 colonnes supplémentaires maintenant, donc la parallel worker to launch et parallel worker launched. En gros, ça indique, vous avez comme information le fait que des workers étaient planifiés à être lancés et le lancement effectif de workers.
Cette fonctionnalité arrive aussi avec l'extension PGStat Statement qui vous permet de savoir si on arrive à répondre en termes de demande de processus parallèles. Donc le fait d'avoir un nombre important de workers à lancer et un nombre faible de workers lancés peut indiquer qu'on n'est pas assez bon en termes de parallélisation. On peut peut-être augmenter le nombre de workers, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc encore une métrique qui peut être intéressante. Côté PGStat All Table, on a l'arrivée de calque colonne qui vous donne le temps total pour le passage des vacuum analyze, auto vacuum et auto analyze. Là, ce que vous avez dans les différentes vues de statistiques d'activité, c'est l'eurodatage du passage du vacuum, mais c'est tout. Avec ces colonnes-là, vous savez le temps total, bon, c'est du cumulatif, mais vous avez le temps total de passage qu'un vacuum prend sur vos différents objets. Donc vous avez d'autres vues, type PGStat.io, PGStat.wall, qui ont été améliorées, etc. Amélioration des informations des vacuums et analyse. On a le delay time qui est arrivé. En gros, ça permet de savoir le temps d'attente que le vacuum a eu avant de faire son travail. Typiquement, si vous avez un traitement qui est relativement long, avec le delay time, avec le fait d'avoir rajouté dans le terme verbose, vous aurez le temps d'attente qu'il aura pris. Combinez ça, enfin en tout cas faire une opération de calcul entre le temps effectif et le delay time, vous aurez le temps réel du travail du vacuum, avec le temps d'attente. Donc encore une fois, c'est intéressant en termes d'exploitation. Ajout des statistiques en termes d'IO pour les back-ends. Encore une fois, c'est pour l'exploitation, savoir à peu près ce que font nos différentes sessions. Et l'ajout du rôle PG Signal Auto Vacuum Worker. Ça, c'est un rôle que le super user peut attribuer à un rôle qui va pouvoir lui dire tu peux envoyer un signal à l'auto-vacuum, enfin, en tout cas à un auto-vacuum worker, pour lui dire de s'arrêter ou d'annuler une requête sur laquelle que l'auto-vacuum worker est en train de travailler ou d'arrêter une session d'auto-vacuum worker. C'est possible, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. En termes de réplication, on a pas mal d'améliorations et de nouveautés. La validation des slots de réplication inactifs. Alors à partir de la V13, on a un paramètre qui est arrivé, donc le max slot wall keep size, qui permettait de dire la quantité de wall qu'on conserve pour les différents slots de réplication, pour éviter d'arriver à ce fameux moment fatidique où le stockage est plein parce que les walls ont été conservés pour les slots de réplication. Donc je pense que tous ceux qui ont fait de l'exploitation savent ce que ça fait. C'est pas rigolo. Du coup, nouveau paramètre qui est arrivé pour gérer cet aspect-là. Donc, dans la vue PG Replication Slot, il y a une colonne supplémentaire qui est arrivée qui est Inactive Since. Et en se basant sur cette colonne-là, avec le paramètre GUC qui s'appelle. Je ne dis pas de bêtises. Idle Replication Slot Timeout, qui est en minutes. En se basant sur cette valeur-là, on va pouvoir dire tel slot de réplication n'est plus actif. Du coup, on le sort et on ne réserve plus les walls pour lui. D'accord ? La condition, c'est que le slot de réplication soit en mode reserved. C'est-à-dire que PostgreSQL sait qu'il doit conserver les walls pour ce slot de réplication. Donc très intéressant comme fonctionnalité. On a la limitation aussi du nombre de souscriptions côté réplication logique. Donc, la première ligne, invalidation des slots de réplication, c'est pour la réplication physique et logique. Limitation du nombre de souscriptions, c'est pour la réplication logique. Donc vous pouvez maintenant limiter le nombre de souscriptions sur une publication, ce qui est intéressant, en termes de sécurité notamment. La réplication logique intègre maintenant la gestion des valeurs générées entre le primaire et son réplica. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et on a la vue donc PGStat Subscription Stats qui permet d'avoir des informations concernant les conflits de réplication. Donc encore une fois, côté réplication logique, donc vous avez cette erreur de conflit de réplication. Vous avez le fait qu'une ligne, qu'on souhaite mettre à jour une ligne, donc un update missing, c'est-à-dire que la ligne qu'on souhaite updater n'existe plus, un insert missing, c'est-à-dire que la ligne n'a pas pu être, un delete missing, etc. Donc pas mal d'améliorations qui permettent de continuer à sécuriser la réplication logique,
qui est en soi vraiment intéressante parce qu'elle est native à PostgreSQL, mais qui mérite quand même d'avoir quelques garde-fous pour éviter de faire des bêtises ou se retrouver dans des situations assez compliquées. En termes d'outillage, donc avec la clause returning dans vos requêtes SQL, on peut maintenant intégrer les old et new, ce qui permet d'avoir les anciennes et les nouvelles valeurs. Ça, c'est plutôt intéressant. Amélioration de la commande copy, au-delà des performances générales sur la commande, des paramètres sont arrivés. Donc vous avez le reject limit qui vous permet de mettre un nombre d'erreurs limite pour considérer que la copie est valide ou pas. Typiquement, je lance un copy avec plusieurs millions de lignes. Si j'ai un reject limit à 2 et que j'ai 3 erreurs, ça va s'annuler. Il est possible d'exporter les vues matérialisées. Avant, il fallait faire un copy select from ma vue matérialisée vers ce que je souhaite pour avoir la copie de ma vue matérialisée. Maintenant, on peut faire un copy, le nom de mon objet, qui est une vue matérialisée, vers ce que je souhaite. Ce qui simplifie les opérations de copie. Et le log verbosity embarque maintenant la valeur silent, qui veut dire ce que ça veut dire. L'amélioration de l'explain. Donc on va avoir pas mal d'informations intéressantes, enfin en plus d'ailleurs dans l'explain. Le nombre de rows affichés maintenant est en format décimal, pour la simple et bonne raison que quand vous avez, lors d'un index scan, typiquement avec un nombre de loops vraiment conséquent et un nombre de lignes retournées vraiment faible, vous pouviez avoir un rows à 0, ce qui est techniquement faux parce que vous aviez des lignes envoyées au nœud supérieur. Le fait de rajouter le décimal, on peut quand même voir qu'il y a eu des lignes qui ont été remontées au nœud supérieur. Vous avez des informations aussi sur le nombre de fois où un index a été réellement parcouru avec l'index search. Pareil, c'était une information intéressante quand vous consultez vos plans d'exécution. Et d'autres informations, les buffer full, etc., avec les opérations d'insertion, etc. Autre amélioration intéressante pour les pgdump et pgupgrade, l'export des statistiques. Typiquement, je peux faire un dump d'une base vers une autre version en exportant les statistiques. Donc, pour certaines opérations, ça peut vous affranchir de lancer un analyze sur la cible, ce qui peut être relativement intéressant. Et si vos statistiques, vous savez qu'elles sont bonnes sur la source, voilà, vous embarquez un peu tout ça. Il est possible de les skipper, mais c'est intéressant à savoir. Ensuite, en termes d'outillage, on a la génération des UUID en V7. Pour le coup, c'est construit avec le timestamp. Donc ça, c'est assez intéressant, dans la mesure où la génération des timestamps aura une suite logique. Donc ce sera assez ordonné. Ce qui fait que quand vous faites un index dessus, l'arbre sera mieux équilibré. C'est-à-dire qu'au niveau des blocs, ce sera mieux rangé. Avec les UID précédents, vous pouviez avoir des valeurs un peu partout, donc l'index n'était pas forcément optimal. Là, pour le coup, avec la génération en UID V7, avec la notion de timestamp, c'est mieux rangé. PSQL, alors là, ils ont fait quand même fort, c'est pas mal. Il est possible de lancer des requêtes préparées avec PSQL directement, donc avec bind, parse, etc. Donc les métacommandes qui ont été faites pour ça. Il est possible de faire du pipeline. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, on peut initier un pipeline, exécuter plusieurs opérations et ne récupérer le résultat qu'à la fin. C'est-à-dire que les actions sont exécutées bien côté serveur, mais le résultat, l'output de mon résultat n'est retourné qu'à la fin. Pourquoi? Pour limiter les allers-retours entre le client et le serveur. Donc si vous avez un batch assez conséquent, vous savez que vous allez avoir des allers-retours assez conséquents, vous démarrez un pipeline, vous lancez ça, et vous récupérez le résultat à la fin. Donc comme ça, à la fin, vous avez un gros volume qui arrive, mais tout est envoyé d'un coup. Et donc quelques améliorations complémentaires, typiquement le code info, il y a plus d'infos. Il est possible d'avoir, si vous utilisez le service dans votre prompt, des choses comme ça. Donc très intéressant. Et les sommes de contrôle sont activées par défaut. Alors je pense que beaucoup d'entre vous doivent vous amuser à initialiser vos clusters avec les checksums. C'est bien, il faut le faire. Ça évite les corruptions silencieuses.
Et donc à partir de la V18, c'est par défaut. Ce qui est intéressant. Donc voilà, globalement, en gros, c'est ce qu'évoquait Alain en début de session, ce n'est pas une liste exhaustive. On vous encourage fortement à aller consulter la page PostgreSQL qui vous montre toutes les releases concernant la V18, parce qu'il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à parcourir la documentation, exercez-vous. Pour rappel, quand vous faites des montées de versions, pensez à tester les versions sur lesquelles vous allez aller, pour voir s'il n'y a pas de régression. Petite pensée comme ça en passant. Et tester tous vos batchs, etc. pour être sûr que vous ne vous retrouviez pas embêté le moment où vous passez sur la version majeure que vous avez souhaitée. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'espère que c'est pour Alain. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai énormément de questions sur la 18 parce que je ne l'ai pas encore installée. Je vais revenir sur le point au 2. Je vous en prie. Ouais. Donc on récupère une identité qui est portée par le jeton. Oui. Cette identité, est-ce qu'elle est d'emblée utilisée présentée à la base comme un rôle? Ou est-ce que c'est autre chose? En fait, ça fonctionne comme toutes les autres méthodes sans mot de passe de Postgres, donc comme Peer, comme GSS API essentiellement. C'est-à-dire que votre IDP, donc Keycloak par exemple, ça va être un fournisseur d'identité. Et soit vous allez avoir un mapping direct entre le nom de l'identité côté Keycloak IDP et le rôle Postgres, soit vous pouvez... Justement, comment on fait ce mapping? Alors, à quel niveau on fait le mapping? Je termine. Soit vous pouvez utiliser, j'ai oublié le nom du fichier, des maps pjdent.conf, voilà, pour créer des maps. Donc soit vous avez du 1 pour 1, un user dans votre IDP égale un rôle dans votre Postgres, soit vous avez une map définie dans pjdent.conf, où là, une identité de votre IDP, plusieurs identités de votre IDP pourront être mappées vers le même rôle Postgres. Il n'y a pas de meilleure pratique que l'une que l'autre, hein, c'est vraiment en fonction de vos infras. Mais ces méthodes sans mot de passe permettent justement ce mapping. Ce qui n'est pas possible, par exemple, avec la méthode LDAP, où là, on est obligé d'avoir du 1 pour 1. Avoir le rôle dans le LDAP, enfin le user dans le LDAP et le rôle dans Postgres. Tu parlais d'une méthode de vérification du jeton, à fournir. Ouais. Elle se paramètre à quel niveau? Alors c'est une GUC dans PostgreSQL.conf. Je ne me souviens plus son nom exact, mais c'est le paramètre dans lequel on fournit on va dire le module qui va vérifier les jetons. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul projet qui existe aujourd'hui, en tout cas public. Et il me semble que la société qui édite ça, qui l'a publié sur GitHub, s'appelle Tantor Labs. Donc nous, on l'a testé avec ça. Ça fonctionne bien. Voilà. En tout cas, il faut ce module complémentaire pour valider les jetons du côté serveur. Donc c'est une extension et elle est appelée avec la valeur du c'est token. C'est pas une extension. De ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est vraiment un module à part sur le système d'exploitation qu'on appelle un peu comme l'archive commande ou l'archive library. On ne fait pas de create extension ou quoi. Voilà, il faudrait que je vérifie pour en être sûr, mais dans mon souvenir, c'est vraiment un module à part sur le serveur qui va faire ce boulot-là. D'accord. Alors, j'ai plus qu'une remarque, une question, oui. un truc qui m'a paru important, parce que là, récemment, j'étais obligé de coder des tas de trucs parce que j'avais pas le returning dans le merge. Ah oui. Donc, est-ce que vous avez testé ça pour avoir vraiment les all new dans le returning? Pas que le all new, mais aussi le returning de chaque événement en fonction d'un update, d'un insert. Oui. Sinon, il faut tout recoder en appelant les commandes. Alors, j'espère que ça répond à la question. Là, le all new là, dans le returning, c'est vraiment, ça va être super pratique pour beaucoup d'entre vous, parce que ça évitera de passer par des triggers. La clause returning, pour la réexpliquer, ça permet sur un ordre de modification de données
donc update ou delete essentiellement, ou insert aussi, pourquoi pas, de faire le select directement derrière, de renvoyer directement la valeur des colonnes. C'est particulièrement utilisé lorsqu'on a des valeurs générées. Donc nous, on va fournir à notre instance les valeurs métiers qu'on lui donne, et on peut mettre un returning sur l'ID pour avoir l'ID qui a été généré par le serveur. C'est typiquement ce genre de cas. UID. Voilà, tout à fait. Et maintenant, avec les old et new, on va pouvoir avoir les valeurs avant, les valeurs après. Donc on est sur un delete, on n'aura pas de valeur après. Si on est sur un insert, on n'aura pas de valeur avant. Et si on est sur un update, on aura les deux, sans passer par des triggers. Et alors j'ai juste un dernier point. Allez-y, on est là pour ça. J'ai été confronté aussi au diagnostic de l'exécution des commandes dans ce contexte-là. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des commandes qui peuvent passer, mais ne pas rendre d'erreur. Si on fait un delete et qu'on a fourni une clé qui n'existe pas, ok, ça dit ça n'a pas supprimé, mais pour avoir le nombre de lignes modifiées, il faut faire un get diagnostic. Est-ce qu'on peut faire un get diagnostic global sur le merge maintenant? Ça, je sais pas. J'ai pas étudié cette nouveauté-là. D'accord. Le get diagnostic, c'est pas une nouveauté, mais avant on le faisait commande par commande. Voilà. Ouais. Non, ça j'ai pas l'info. Je veux absolument pas dire de bêtises. Je vais laisser la parole à d'autres. Est-ce qu'on est bon au niveau de timing? Très bien. Ça nous laisse. Je sais pas si on a d'autres questions. Oui, on a une question du chat. Alors, pour optimiser le paramètre IO Workers, valeur par défaut 3, quel indicateur privilégier? Première question. Et le réglage doit-il être proportionnel au nombre de cœurs CPU ou dépend-il essentiellement des performances du système de stockage? Je pense que la réponse joker à cette question, c'est ça dépend. Mais là, pour remettre un petit peu de contexte derrière les asynchronous IO, faut vous dire que là, on parle d'écriture disque. Et PostgreSQL, avec toute bonne base de données qui se respecte, ce qu'il cherche avant tout à faire, c'est travailler en mémoire, surtout en ce qui concerne les lectures, hein, puisque là, on parle que de lecture. Donc, c'est déjà ça qu'il faut optimiser avant de se poser la question de comment je gère mes workers. Et après, oui, c'est lié à tout ce qui est parallélisable dans PostgreSQL. Et si on a la capacité de monter le nombre de workers parce qu'on a plein de cœurs CPU, faut le faire. Surtout si on a une forte activité en lecture et qu'on a des caches qui tournent beaucoup, ça peut être utile. Mais si par exemple on a des caches qui ne tournent pas beaucoup, on est sur les 3 workers par défaut et on a un hit cache ratio à 99%, je ne pense pas que ce soit super nécessaire d'augmenter les valeurs, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je permets ce rappel de dire c'est bien de parler des échanges sur disque, mais on essaie avant tout de travailler en mémoire lorsqu'on parle de lecture en base de données. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Allez-y. Ok, on discutera à la pause tout à l'heure. Merci pour la présentation. Pour rester sur le sujet Async.io, quels seraient les workloads qui bénéficieraient le plus justement de cette fonctionnalité-là? Comment? Merci. Les bitmap scans, typiquement. Donc c'est un nœud de lecture que vous avez pour les index qui vont parser l'index, récupérer toutes les informations nécessaires. Donc le fait d'avoir plein de workers pour consulter, pour récupérer les blocs, ça va être intéressant. Déjà le IO Combine Limit arrivé avec la V17 améliorait déjà ce type de nœud, mais là avec les asynchronous IO et les IO workers, ça va l'aider encore plus, quoi. Merci. D'autres questions? Il n'y a pas de mauvaises questions. Eh bien, merci à vous. Et puis, bonne PG session.